Yo tout le monde, c'est Kevin Dell, la team Red Ribbon CG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais c'est un peu le contre-coup du CDF qui nous a un peu ralenti. Je pense que c'était le cas pour à peu près tout le monde. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire une vidéo pour vous parler un peu de la BT8. BT8 qui, vous le savez, arrive ce week-end, du coup, normalement, le week-end où je sors cette vidéo. Euh, du coup, par rapport à la BT8, je voulais simplement vous faire une petite vidéo où je présente quelques decks un peu, pas forcément fun, mais pas top méta non plus. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 decks qui vont pouvoir être joués en local et vont pouvoir vous ramener des résultats en local. Mais simplement, vu que en BT8, il n'y aura probablement pas de gros tournois, en tout cas, on n'attend pas de gros tournois en BT8, bah, ce sera l'occasion pour jouer des decks un peu tier 1 voire tier 2. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la BT8, déjà la BT8 elle apporte plusieurs choses, notamment par rapport comparé à la BT7 qui avait laissé un peu un goût amer où au final il n'y a pas vraiment de gros decks BT7 excepté les decks U7, U6 excusez-moi, excepté les decks U6, il n'y avait pas vraiment de decks BT7 joués et il y avait vraiment des cartes clés qui étaient utilisées, mais sinon au final c'était quand même une extension un peu vide de sens puisque au final voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à faire avec cette extension. La BT8 elle arrive déjà vraiment avec des gros decks, des nouvelles archétypes qui sont vraiment très forts et très joués, et elle arrive aussi avec le postulat simplement que actuellement dans le jeu les decks bicolores semblent être largement supérieurs aux decks monocolores, excepté les decks mono noir qui restent toujours une exception puisqu'au final c'est pas possible de faire des il n'existe pas de cartes bicolores encore avec de noir. Du coup, les decks mono noir qui restent vraiment quelque chose, surtout avec l'arrivée de Hachiak dans cette nouvelle extension. Mais voilà, faut savoir vraiment que les decks bicolores ont quasiment pris la totalité des decks joués, et c'est vraiment puisque les cartes clés de bicolores sont vraiment intéressantes et du coup utiles. Autre chose aussi, quand je parle du format BT8, j'inclus aussi automatiquement la draft box. Pourquoi? Simplement parce que au final, euh, la BT8 elle sort du coup ce week-end et la draft box elle va sortir aussi très euh, très prochainement puisqu'elle est censée sortir en janvier. Il n'y a pas encore de date précise, mais on parlait pendant un moment de au plus tard fin janvier, voire déjà début janvier. Et au final, je ne sais pas comment c'est dans les autres villes, mais en tout cas, nous à Strasbourg notamment, il y aura la paix ce week-end et après, ce sera le dernier tournoi de l'année, puisque au final, pour tout ce qui est saison de Noël, les boutiques n'ont pas vraiment le temps de s'investir dans les tournois. Et du coup, quand vraiment la saison des tournois reprendra, il y aura déjà la Trashbox qui sortira prochainement ou sera déjà sortie. Et du coup, à mes yeux, il n'y a pas vraiment de sens de build des decks BT8 sans y inclure la Dratbox et toutes les cartes qui seront dans cette extension. Du coup, pour ceux qui n'ont encore rien vu de la BT8, actuellement, du premier tournoi US qu'on a vu, il semble y avoir déjà une triangulaire qui s'est formée, triangulaire qui existe souvent dans chaque extension, qui est constituée pour l'instant de Hachiak, du coup le deck mono noir, qui est un deck très très lent, très contrôle. Simplement pour ceux qui ne connaissent pas l'effet du leader, ce qu'il faut vraiment retenir sur Hachiak, c'est que le leader a un effet que quand vous attaquez avec une carte de combat, vous ne pouvez pas attaquer avec des cartes de combat de coût d'énergie de 7 ou moins, excepté la carte avec laquelle vous avez attaqué, pour toute la durée du tour. Du coup, c'est vraiment un deck qui contrôle énormément les nombres d'attaques déjà que vous pouvez faire pendant un tour, et c'est vraiment très lent, et on va vraiment entrer dans une méta très très lente, des games qui vont aller jusqu'à 7, 8, 9, 10 énergies, sans forcément ramp d'ailleurs. À côté de ça, on a vraiment tout le paradoxe qui est avec Baby Vegeta jaune, c'est un leader avec le leader, je crois que c'est le leader du starter deck même, qui est lui, quant à lui, vraiment très agressif, qui peut aller chercher des kills T2, T3 en utilisant du coup, comme c'est l'habitude avec Baby, de la réduction de puissance, mais surtout de la réduction de puissance sur le leader, puisque pour ceux qui ne savent pas, le leader peuvent aller dans des puissances négatives, du coup vous pouvez vous retrouver avec un leader à 0, à moins 5 ou à moins 10 000, voire moins 15 000, s'il arrive à vous sortir la secret. Et du coup, le troisième deck de cette triangulaire qui est du coup Android 21, qui est un deck qui va être un peu mid-range, qui peut jouer late aussi, et qui va soit se baser sur du contrôle de board ou le contrôle de la main adverse, mais surtout
ça sera surtout du contrôle de board et du contrôle des énergies, puisque vous allez pouvoir avoir la possibilité de sortir des grosses cartes qui vont contrôler le board, et aussi sortir des cartes qui vont vous aider à augmenter le nombre d'énergie. Et du coup, avec ces 3 decks, il y a simplement Hadchiak qui a des chances de battre Vegeta Baby. Vegeta Baby qui est quasiment auto-win contre Android 21, et Android 21 qui a vraiment un match-up très favorable face à Hadchiak. Et à côté de ça, de ces 3 decks là, on retrouve d'autres decks qu'on connaissait déjà, notamment avec Geneba qui simplement le leader lui-même est très fort et reste très fort, même s'il a des grosses difficultés contre Hadchiak, il a quand même sa possibilité dans la méta. On retrouve aussi le leader Broly jaune qui peut être joué dans une variante avec Apes, du coup les singes de la Draftbox qui ne sont pas encore sortis en France, mais qui sont déjà depuis un moment joués aux US, du coup avec une variante bleu-jaune, ou alors même, on a vu lors du dernier tournoi PPG Dallas, une variante de Broly bleu-verte. Mais du coup, ça c'est vraiment les gros decks qu'on a vu actuellement de la méta. Et dans cette vidéo, maintenant, je vais vous présenter 3 decks qui ne font pas partie de cette liste, mais qui eux aussi, comme dit, sont, je pense, tier 2 ou peut-être même tier 1 pour certains decks. Du coup, c'est parti pour la présentation de ces decks. Du coup, le premier deck que je vais vous présenter, il s'agit du nouveau leader Beerus qui est apparu dans la BT8. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il fait, en non éveillé, vous avez une activation principale. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte rouge-jaune, excusez-moi, de votre main et vous piochez 2 cartes. C'est une activation principale, du coup c'est très intéressant parce que déjà, vous n'avez pas besoin d'attaquer votre adversaire pour pouvoir piocher. Et dans des match-ups, vous allez peut-être pouvoir vouloir temporiser, vous n'êtes du coup pas obligé d'attaquer. Et d'un autre côté, c'est aussi tous les leaders qui ont un effet activation principale qui vous permet de piocher. C'est très intéressant quand vous commencez aussi, puisque contrairement à un leader qui est obligé d'attaquer pour piocher, dès votre tour 0, vous allez pouvoir déjà faire du plus en main. Quand vous avez 4 points de vie au moins, vous pouvez un table des énergies et retourner cette carte. Et en éveillé, vous avez 2 effets. Le premier, c'est pour un rouge, un jaune. Vous choisissez n'importe quelle battle adverse et vous la mettez KO. N'ignore pas barrière, mais c'est déjà une très belle capacité. Et le deuxième, c'est activation battle, activation combat. Une fois par tour, vous choisissez une carte multicolore de votre défausse et vous la mettez placée en zone de combo. Certes, le leader ne pioche pas en éveillé, mais sa deuxième capacité qui va simplement pouvoir vous permettre une fois pendant votre tour et une fois pendant le tour adverse de combo gratuitement avec un 10k, c'est quasiment équivalent, voire même mieux, puisque souvent on considère qu'une carte équivaut à un shield de 5000. Là, vous avez une fois pendant votre tour et une fois pendant le tour adverse, un shield à 10 000 gratuit. Du coup, au final, vous allez, je pense, pas vraiment ressentir ce manque de cartes en main. Concernant le deck, la carte clé de laquelle il faut tout de suite parler, c'est simplement ce Beerus Drop 5. Beerus Drop 5 qui est du coup multicolore, qui a un rival pour un rouge, un jaune. Il a 2 effets. Le premier qui est du coup, c'est 2 effets quand vous jouez cette carte. Le premier, c'est vous choisissez une carte de combat avec 30 000 de puissance au moins et la mettez KO. Du coup, simplement, c'est très intéressant. Un adversaire qui essaie de vous attaquer et de vous tuer, ou même de vous afficher des gros dégâts avec une battle de 30 000 au moins, et qui essaie de commit énormément sa main dessus, vous pouvez simplement, pour des énergies, lui détruire sa carte et mettre fin au combat. Et le deuxième effet qui dit qui est très intéressant aussi dans certaines situations, puisqu'il dit que vous choisissez un leader ou une carte de combat adverse en mode inertie et en ignorant barrière en plus, et cette carte ne peut pas revenir en mode action jusqu'au début de votre nouvelle main phase. Votre prochaine main phase, ça peut être intéressant contre des decks très aggro ou même contre des gros taunts dans une méta où notamment par exemple ce fou est énormément joué. Même si la triple attaque, si vous mettez un Beerus dessus, simplement il va pas se restand et au lieu d'attaquer 3 fois, il va seulement attaquer une fois. Ou même contre le leader Baby Vegeta jaune, qui est du coup un des meilleurs decks de la méta. Je vous rappelle que le leader Baby jaune, il a en non éveillé, il a en auto, vous pouvez prendre un point de vie et il se restand, et en éveillé, il se restand une fois automatiquement. Du coup, simplement, surtout si vous le mettez ce Beerus sur le leader Baby Vegeta adverse, si c'est le tour de son éveil, vous allez nettement diminuer son tour d'agression. Du coup, pour jouer ce Beerus, on joue un deck rouge-jaune
avec notamment du coup celui qui ignore l'énergie exhaust. Le deuxième côté intéressant, c'est simplement cette réduction de puissance avec Swiss, notamment Swiss qui fait partie des cartes que vous allez vouloir défausser en early avec votre leader, puisque simplement c'est des cartes qui ont un effet quand ils sont dans votre dans votre défausse. Il s'agit de ce Beast notamment et aussi de ce Ape qui simplement va pouvoir vous permettre de piocher 2 cartes pour 2 énergies, et ce Beast qui soit vous permettra de vous self-awaken, soit vous permettra de mettre la réduction de puissance au battle adverse, la réduction de puissance qui va vous permettre de proc ce Son Goku et de le jouer gratuitement. Du coup, vous pouvez en avoir qu'un seul sur le board, mais ça reste un 15k, un temper à 15k. Vous avez aussi en termes d'agression ce Beerus qui, si vous avez une carte multicolore énergie, ne coûte qu'un seul, qui est critical 15k. Et au final, vous allez déjà jouer plusieurs cartes à petits coups, et vous allez pouvoir combiner du coup ceci avec une Fearless Pan. À côté, vous avez aussi le côté très temporisation et très contrôle de ces decks, avec notamment les extras et Denial of Hope, qui est parmi les meilleurs counterplays du jeu, et les nouvelles counter-attaques et counter-play qui sont révélées dans la draft box, le Topo et le Vegeta. Le Topo qui est très intéressant, qui fait un peu penser à un Quinto. Du coup, c'est déjà un counter-attaque. Vous devez défausser une carte de votre main et vous annulez l'attaque et vous jouez cette carte. Et si c'est le tour de votre adversaire, cette carte ne coûte que 2 au lieu de 4, c'est qu'elle rend déjà nettement plus intéressante. Et le dernier effet qui est très intéressant, qui est la raison pour laquelle on la joue, c'est si c'est le tour de votre adversaire, quand vous jouez cette carte, pour toute la durée de son tour, quand votre adversaire va vouloir attaquer, il faut qu'il se défausse de 2 cartes avant. Il faut bien comprendre que c'est un coût supplémentaire. Du coup, à partir du moment où votre adversaire n'a pas 2 cartes en main qu'il peut défausser, il peut simplement pas attaquer. Et en combinant cette carte avec le Vegeta qui est un counterplay, discard, et si votre leader il est rouge, il ne coûte que 3, il faut bien comprendre que comparé au Topo qui, la réduction de puissance n'est uniquement pendant le tour adverse, le Vegeta ne coûte, si votre leader est rouge, coûte tout le temps seulement 3 énergies. Du coup, que ce soit pendant le tour adverse ou pendant votre propre tour, quand vous allez jouer cette carte, vous pouvez choisir toutes les cartes de combat adverses et leur mettre moins 20 000 de puissance. Et si en plus c'est le tour adverse, vous allez pouvoir mettre plus 5000 à votre leader jusqu'à la fin de votre tour. C'est surtout le premier effet qui est très important, qui est très intéressant, simplement de pouvoir mettre moins 20 000 à tout le board adverse, que ce soit pendant votre tour, pendant le tour adverse, ça va vraiment vous permettre, contre certains decks, de gérer tout leur board. Et du coup, pour compléter un peu ce binôme défensif, on joue bicolore jaune, du coup on joue aussi le Champa qui est arrivé en BT7, vous connaissez tous cette carte et qui reste quand même très très forte. À côté de ça, on a un fou qui est, je pense, principalement là pour le match-up Hachiyak, et la Petite Secret Baby Janeba qui va, si vous la jouez, pouvoir mettre moins 30 000 à leader adverse, ou dans le pire des cas, simplement fera perdre 3 points de vie à votre adversaire, ce qui est quand même très conséquent, puisque c'est des 3 points de vie qui vont directement dans la zone de dispersion, et du coup, qui ne feront pas de plus dans la main adverse. Globalité, ce deck a vraiment des points très intéressants. Faut pas chercher plus loin, les cartes vraiment les plus intéressantes de ces decks, c'est clairement le Beerus. Je pense que ce deck a quand même des petites difficultés peut-être contre Hachiyak, même si on a un fou en main, le Baby Geneba qui peut aussi faire très très mal à Hachiyak, et un deuxième fou Banisher en side. Mais globalement, ce deck a vraiment un très très bon match-up ou un match-up correct, on va dire, au moins contre la plupart des decks de la méta. Et même si ça reste un tier 2, voire, je pense que ce deck peut, avec quelques améliorations, devenir un tier 1 de la méta. Et du coup, sachant que c'était parmi les premières cartes qu'on a vues de la BT8, personnellement, j'avais vraiment hâte de tester ce deck. Avant de passer au deck suivant, comme pour tous les decks que je vais vous montrer, vous trouverez le lien de la decklist des best decks dans la description. Et ce deck-ci, ce n'est pas aucun des decks que je vais présenter, ne sont de ma création. Ce deck-ci a été présenté par par un joueur qui a fait top 16 au PPG, je crois, ou même top 8. Will, je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais en tout cas voilà, vous trouverez la decklist dans la description. Passons maintenant au deck suivant.
Le deuxième deck que je vais vous présenter, c'est le suivant. C'est un deck de Jonathan Rodriguez, un joueur que j'apprécie énormément, puisque ça fait depuis que je commençais les jeux, je suis beaucoup les decks qu'il fait, puisqu'on a un peu le même style de jeu. Euh, il nous présente ici un deck avec le leader Super C17. C'est un leader qui a pas vraiment eu beaucoup, qui n'a pas vraiment été beaucoup joué en BT5, mais là il nous présente une version avec la chaîne Gogeta et en principal outil, on va dire. Du coup, le leader Super C17, pour ceux qui ne connaissent pas, Burst 2, vous piochez une carte quand cette carte attaque. Quand vous avez 4 points de vie, au moins vous pouvez untap 2 énergies et retourner cette carte. Et ensuite, Sparkling 5, quand cette carte attaque, vous piochez une carte et elle acquiert critique pour toute la durée du tour. Et son version principale qui avant n'était pas vraiment très utile puisqu'on jouait souvent le leader avec la Super 17, Super 17 Chain ou avec la Cell Chain et du coup qui réduisait la carte des mains adverses assez rapidement. Mais là, dans une méta où, excusez-moi, le leader, votre adversaire va souvent avoir beaucoup de cartes en main, bah là, la version principale, c'est simplement si votre adversaire a 10 cartes ou plus en main, bah, il en défausse jusqu'à n'en avoir plus que 9. Du coup, les bons joueurs vont souvent jouer autour, mais ça va quand même leur demander un effort de perdre des cartes en main. Comme je vous ai déjà dit, le deck il joue principalement autour de la Gogeta Chain, c'est pour ça qu'on joue le leader simplement pour avoir le Burst 2, et du coup pour remplir la drop et avoir des cartes en drop à votre tour 5 quand vous allez vouloir sortir le Gogeta. Je pense que cette carte tout le monde la connaît. Pour faire l'union fusion, vous avez deux paires. La première paire, il s'agit de ce Goku qui est une carte bicolore de 1 et c'est un Goku à 15 000. C'est vraiment, je pense, la seule chose qu'il faut retenir. C'est soit de l'énergie, soit un matériel de fusion. Et vous allez pouvoir fusionner avec le Vegeta the Cruel. Vegeta the Cruel qui, je pense, vous connaissez quasiment tous. C'est simplement counterplay. Si vous avez une carte bicolore en énergie, réduisez le coût de cette carte de 1 dans votre main. Et quand vous jouez cette carte, si c'est le tour adverse, choisissez une carte de combat avec un coût d'énergie de 4 ou moins, et mettez le KO. Et votre adversaire doit placer une carte de sa main en dimension parallèle. Le deuxième combo de l'Union Fusion, c'est le Vegeta Adult Cost, qui est du coup un Vegeta à 20 000, que vous allez vouloir fusionner avec ce Goku Ultra Instinct, qui est du coup aussi à 20 000. C'est Goku Instinct qui est je pense la meilleure carte du deck. Vraiment, c'est une des cartes qui est arrivée avec la draft box qu'on va du coup avoir très prochainement, en tout cas dans les mois qui suivent. Mais vraiment, cette carte qui va peut-être faire augmenter le prix du deck assez rapidement, mais elle en vaut clairement le coup. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, je vais vous l'expliquer l'effet parce qu'elle est quand même très 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 intéressante et vous allez très probablement l'avoir énormément. Elle a déjà deux timings que vous pouvez la jouer, vous pouvez jouer même trois, puisque vous pouvez la jouer pendant votre tour en la hardcastant. Vous pouvez, elle a counterplay et un counter-attaque, du coup vous pouvez la jouer à un moment où votre adversaire attaque ou au moment où votre adversaire joue une carte. Ces effets ne peuvent pas être annulés par les effets adverses et son auto qui est vraiment vraiment très très forte, c'est quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant barrière et retournez-la de la main adverse. Et en plus, si c'est le tour adverse, vous pêchez une carte. C'est vraiment une des cartes qui a changé toute la méta US pour le championnat US. Et c'était une carte qui a sorti avant le championnat US et qui du coup était mise dans tous les cartes, dans tous les decks comportant du bleu, puisque simplement elle est très impactante contre beaucoup de match-up. Du coup, c'est vraiment une de vos plus grosses forces défensives et en combo avec le Vegeta va pouvoir vous être utile pour faire l'union fusion du Gogeta. À côté de ça, vous allez jouer du coup un package bicolore puisque comme je vous ai dit au début de la vidéo, les bicolores c'est vraiment très intéressant. Puisque du coup vous allez pouvoir jouer le côté bleu avec ce Gogeta, vous allez pouvoir aussi mettre des Senzu, des Zeno Button et ce Master Roshi qui est simplement une negate. En side, il y a quand même les negate sparkling, mais je pense que c'est une question de choix. Les negates à Roshi peuvent être utiles, puisque au pire des cas, même si vous n'avez pas d'énergie, ça reste un 5000 de combo, où vous pouvez contrer, negate une attaque, et après vous avez simplement un shield 5k sur le board. Mais les sparkling negate qui peuvent être quand même très utiles à contrer des attaques, même quand vous êtes full tap. Même si vous avez des Zeno, bah, en fait, les deux ne font pas toujours ne font pas toujours un bon combo. À côté de ça, du coup, en vert, vous allez simplement jouer les super combos Paragus parce que c'est en vert, c'est le meilleur super combo et même c'est peut-être le meilleur super combo du jeu. Vous allez simplement les Infernal Villain Cell, c'est le pseudo
super combo Cell qui se marie très bien avec les Zeno Buttons. Et vous allez jouer cette Piccolo qui va déjà de 1 vous aider à remplir votre drop des cartes si jamais vous devez vous éveiller assez early. Et de 2, pour 3 énergies, vous allez pouvoir choisir un Ameken ou un Universet avec un coût d'énergie de 4 ou moins et le jouer en ignorant en annulant ses effets pour la durée du tour. Avec ces effets, vous pouvez jouer du coup le Vegeta et le Goku Ultra Instinct, mais la carte la plus intéressante à jouer avec ce Piccolo Trop 3, c'est clairement ce Piccolo Trop 4 qui, elle aussi, est une carte de la Draft Box qui est très intéressante, qui fait partie des cartes très chères de la Draft Box. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un Piccolo qui a barrière. Il a 20 000, mais la chose intéressante, c'est vraiment son activation battle. C'est une fois par tour, si vous avez lien 2, ce qui est assez facile à voir, puisque soit vous allez sortir avec Piccolo, du coup vous aurez déjà un Piccolo et vous aurez les deux Piccolo sur le board, soit vous avez votre Roshi que vous pouvez jouer du coup en counter-attaque, ou même votre Vegeta en counterplay. Du coup, vous allez assez souvent avoir quand même ce lien 2 sans grosse difficulté. Et du coup, ce n'est fait, c'est choisissez une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 5 ou moins et mettez-la KO. Et en plus, si vous avez mis une carte KO avec cet effet, vous piochez une carte. C'est vraiment une carte très très forte, comme tout ce qui est accro et tout ce qui est deck qui ont que des battles à très faible coût. Même si elle n'ignore pas barrière, ça reste vraiment déjà premier, une carte autour duquel votre adversaire va devoir jouer. Et deuxièmement, c'est quand même une carte qui va pouvoir aussi vous permettre de faire un peu de CA. Si elle reste sur le board, sachant qu'elle a la barrière, ça peut vraiment être très intéressant. Et ensuite, les deux dernières cartes du deck, c'est simplement déjà Android 21, qui est principalement là pour le deck Hachiek. Pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, là, c'est un Android 21 qui a un coût d'énergie de 8, triple attaque, deflect et energy exhaust. Et vraiment l'intérêt de cette carte, c'est que son effet, c'est quand vous jouez cette carte depuis votre main, choisissez toutes les cartes non multicolores de votre adversaire, que ce soit des cartes de combat ou des cartes d'énergie, en ignorant barrière. Et déjà, de 1, vous ignorez leurs effets et vous les remettez tous dans le deck de votre adversaire. C'est vraiment très fort contre Hachiek, puisque c'est un deck mono noir. Et du coup, si vous arrivez à temporiser jusqu'à tour 8, ce qui sera assez facilement le cas avec ces decks, puisque Hachiek certes a un peu d'agression, mais va rarement vous menacer à ce point, bah vous allez simplement pouvoir lui enlever toutes ses énergies et toutes ses cartes de combat, et à partir de là, la game sera quasiment auto-win. Et du coup, avec ces decks, vous allez souvent contre Hachiek simplement à votre tour 5 sortir le Gogeta drop 7 pour lui réduire sa main, et derrière vous allez simplement lui détruire toutes ses énergies, et ce sera très compliqué, voire impossible pour Hachiek de revenir. Et dernière carte du deck de laquelle je vais vous parler, c'est simplement la Secret Vegeta. Elle aussi, les secrets qui est aussi un point faible de Hachiek, simplement, faut pas chercher plus loin. Hachiek, vraiment les deux grands points faibles du deck, c'est tout ce qui est les trop 8 ou plus. Et toutes les secrets qui sont du coup très impactantes, qui ont beaucoup de force de frappe, sont des trop 8 ou plus. Du coup, les combos des deux va simplement être très fatal à Hachiek souvent. La Vegeta qui a du coup un rival pour 3 bleus et 2 verts, je crois. Elle a un effet quand vous jouez cette carte. Le premier, c'est si c'est le tour adverse, vous choisissez une carte de combat adverse en ignorant barrière et vous la mettez dans son dispersion adverse. Et ensuite, vous choisissez, vous prenez les deux premières cartes de votre deck et vous les mettez en énergie. Du coup, c'est déjà un moteur de rampe de 1. Et le deuxième effet qui est aussi très très intéressant, notamment contre Hachiek, du coup, c'est si c'est votre tour, quand vous jouez cette carte, elle gagne double strike, double frappe, critical et triomphe-offensive pour toute la durée du tour. Du coup, au final, ça va être une carte qui peut potentiellement infliger 6 dégâts en crit, ce qui est vraiment très 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 impactant. Globalement, c'est parmi les decks que je vais vous montrer, je pense que c'est le deck qui a le plus de potentiel d'amélioration, et je pense que c'est vraiment le deck qui me donne le plus envie pour la BT8. Mais du coup, je vous laisse, je pense, avec ces decks, et comme d'habitude, je vais vous mettre dans la description. Comme dit, je pense que c'est un deck qui a vraiment sa capacité à remporter des matchs de la méta. Le match-up le plus compliqué sera notamment Vegeta Baby. Avec un peu d'amélioration, je pense qu'il y a vraiment possibilité d'axer le side ou même un peu le main contre ce match-up, puisqu'au final, le reste des match-up vont être assez faciles à jouer avec simplement le Gogeta. Et comme dit,
avec un peu d'amélioration, je pense que ces decks peuvent vraiment faire de très belles choses de la méta. Bon, passons maintenant au dernier deck que je vais vous présenter. Passons maintenant au dernier deck que je vais vous présenter. Petite surprise, puisque au final c'est un deck qui est revenu des enfers un peu, il s'agit du coup de Frieza BT1. C'est un leader qui d'ailleurs est apprécié par deux joueurs de ma team, il s'agit bien sûr de Cédric et de Aïssa, qui vont peut-être être contents notamment du résultat de ces joueurs US, qui a du coup fait top 16 ou même top 8, je sais plus exactement, au PPG Dallas. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ces leaders, du coup c'est simplement un leader qui en non éveillé va, vous pouvez péter un army freezer, un freezer, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais un freezer army simplement, de votre terrain, et vous allez restant d'énergie et piocher un, et en éveillé vous allez piocher 1 et restant de 2. Et en plus quand vous allez attaquer vous allez piocher 1. Du coup simplement un deck, un leader qui déjà de base va piocher énormément. La raison pourquoi elle avait un peu disparu simplement parce que dans la méta on avait tous les drop 1 de toutes les couleurs de type Borgos qui du coup quand vous restandez une énergie pendant votre tour, votre adversaire choisit une de vos énergies et vous la pète. Maintenant avec l'arrivée de nouvelles cartes un peu anti-restant d'énergie qui du coup disent que à chaque fois que votre adversaire va restant d'énergie avec l'effet d'une carte de combat ou d'une carte extra, pendant son tour, il va devoir warp 5 cartes de sa main. Sauf que ces nouvelles cartes sont certes beaucoup plus intéressantes contre la plupart des decks, sauf qu'elles ne touchent pas les leaders. Et du coup, là où la plupart des gens vont vouloir préférer ces cartes-là, votre leader va pouvoir être assez libre et pouvoir rester des énergies. Et vous allez voir que même dans le deck, il y a des réponses si jamais le deck adverse joue des Borgos ou des Whis, etc. Le deck, comme dit, est basé sur énormément de pioches. La carte principale du deck est, je pense, ce Frieza Skull, qui va du coup, pour 1, vous allez chercher n'importe quel Frieza Army dans votre deck avec un code d'énergie de 2 ou moins et le jouer en mode inertie. Puis vous allez mélanger votre deck. Et avec ça, vous allez pouvoir sortir quasiment toutes les cartes de votre deck. Vous allez pouvoir du coup sortir cette Chilai, ce Frieza, ce Paragus, ce Frieza-ci, ce Frieza-là, même Dodoria. Vous pouvez aussi le sortir, même si vous allez rarement le faire, voire jamais. Et la carte la plus intéressante vraiment que vous allez vouloir chercher avec, c'est ce Frieza Drop 2. Si vous avez Frieza Drop 2 qui va du coup arriver en mode inertie, et son effet c'est, vous allez du coup, il va arriver en inertie pour 1, vous allez le péter avec l'effet de votre leader, vous allez du coup restant 1 et piocher 1. Et l'effet du Frieza c'est quand vous placez cette carte dans votre zone de dispersion, vous pouvez choisir une carte de votre main, de votre vie et la mettre à votre main. Du coup, c'est déjà un effet qui est pas obligatoire. Vous pouvez choisir une carte de votre main, de votre point de vie et la mettre à votre main. Et si vous le faites, vous choisissez un Frieza dans votre main avec un coût d'énergie de 2 au moins, excepté cette carte-ci, et vous la jouez. Et du coup, avec cette carte, vous allez souvent jouer Infernal Emperor Frieza, qui du coup va pouvoir vous permettre de vous self-awaken. Du coup, au final, le tour, vous jouez à votre T1. Si vous faites le combo, vous pouvez simplement jouer Frieza Call, sortir ça, le péter avec l'effet de votre leader. Vous allez du coup piocher 1 et restant 1. Avec l'effet de Frieza, vous allez prendre un point de vie. Et du coup, avec l'effet de votre Infernal Emperor, vous allez prendre un point de vie. Du coup, vous allez faire un plus 3 en main. Et vous allez encore avoir une énergie open. C'est Infernal Emperor qui va être principalement là pour vous self-awaken, puisqu'au final, à partir du moment où vous êtes éveillé, vous allez encore faire plus de pioches et plus de résistance, et c'est vraiment là que votre leader va avoir tout son potentiel. Vous voulez aussi, avec le Frieza, sortir le petit trop 1 qui va vous permettre, encore une fois, d'aller chercher le top 3 et prendre un Frieza Army parmi les cartes proposées, ce qui est vraiment quasiment, on va dire, allez, facilement 30-40% du deck. Et la troisième possibilité que vous pouvez jouer, c'est ce Frieza-ci, qui peut être vraiment clutch dans certaines situations, puisque quand vous le jouez si votre leader est jaune, quand vous jouez cette carte de votre main, vous choisissez une carte de combat avec une énergie de 6 ou moins et vous annulez les effets pour toute la durée du tour. C'est une carte très très puissante, un peu comparable au KB du Championship, mais KB Championship qui avait du coup un timing de counterplay. Là c'est vraiment seulement pendant quand vous le jouez de votre main, mais ça reste quand même très intéressant puisque contre des decks tels que par exemple tous les decks U6, vous allez simplement pour un énergie pouvoir annuler son champ Pavados et derrière vous allez pouvoir aller essayer de chercher de la victoire. Les autres cartes qui sont jouées dans le deck, c'est ce Paragus Trop 1 qui est aussi du coup une cible pour le Frieza Skull et cette Chilai. La Chilai qui va vous permettre souvent de jouer le Frieza ou le Paragus si
là, je pense que vous allez souvent la jouer si vous n'avez pas le Frieza Drop 2. Et le Paragus, du coup, qui va, lui, vous servir à aller chercher les cartes un peu late du deck qui sont déjà la Broly Paralyze. Qui, pour ceux qui ne connaissent pas, le Drop 4, vous pouvez le jouer pour deux si vous avez entre vous et votre adversaire 3 cartes en mode inertie. Et une fois par tour, choisissez une carte de combat en mode inertie et elle ne peut pas être remise en mode action jusqu'à la fin du tour adverse. Et le Broly Drop 7, lui, qui va pour deux évolve sur le Broly Drop 4, qui a un effet un peu plus intéressant, puisqu'un peu plus fort, puisque simplement, certes, vous devez défausser une carte de votre main, vous pouvez choisir n'importe quelle carte en mode inertie et elle ne pourra pas être remise en mode action jusqu'à la fin du tour adverse. Là où le Broly Drop 4 ne concerne que les cartes de combat, le Broly Drop 7 va aussi pouvoir tuto ou choisir les énergies et les leaders. Le leader qui va notamment être très intéressant contre le leader baby par exemple, et les énergies simplement si vous voulez ralentir votre adversaire et le forcer à jouer avec moins de cartes moins d'énergie pendant son tour, sachant qu'au final, même si vous allez devoir défausser une carte en main, comme dit, le deck est vraiment basé sur énormément de CA, et simplement ce Broly va, le fait de défausser une carte sur ce Broly va rarement être impactant pour vous. Et ensuite, la dernière carte de laquelle il faut parler, autre ce Broly qui est je pense surtout là pour gérer les bogos si jamais vous en trouvez avec ce Frieza, c'est vraiment le Broly Drop 6, c'est la raison pourquoi vous voulez jouer bicolore, même si vous n'avez pas d'autres cartes bicolores excepté celle-ci, vous jouez quand même un gros package vert et un gros package jaune, simplement pour proc la rivale de ce Broly. Déjà, écoute, on a rival un jaune, un vert, il a énergie exhaust comme toutes les autres cartes bicolores, et son effet c'est le suivant: quand vous jouez cette carte ou quand vous la mettez en mode inertie, en mode action via un de vos effets, ce qui sera pas le cas je pense avec cette deck, je pense qu'il n'y a aucune carte qui peut le remettre en mode action, mais voilà, le fait c'est vraiment quand vous jouez cette carte, vous avez le choix entre premièrement, choisissez une carte de combat avec un coût d'énergie supérieur ou égal au nombre d'énergie adverse et mettez-la KO. Ce qui peut vraiment surprendre énormément l'adversaire, puisqu'on est dans une méta où il y a un deck qui s'appelle Achiak, et du coup, contre Achiak, souvent les joueurs vont vouloir jouer des cartes à très haut coût pour éviter un peu l'effet du leader Achiak. Et du coup, ils vont souvent se retrouver avec des cartes de combat qui ont des coûts d'énergie assez grand, et vous allez du coup pouvoir assez facilement sortir ce Broly pour les embêter. Le deuxième effet, qui est lui quand même aussi intéressant et qui peut être aussi utilisé, c'est vous piochez une carte et vous choisissez une carte adverse en mode action et vous la mettez en mode inertie. Et au final, vraiment, ce Broly qui est vraiment la carte clé du deck, je pense. Autre tout le côté CA du deck, vous allez vraiment pouvoir aussi contrôler le deck adverse avec ce Broly. Sinon, vous avez toujours le code Bloodlust. Le joueur ici joue du coup 3 Tamagic et 2 Kinto. Les ratios sont un peu à débattre, je pense, mais voilà, dans une méta où il y a justement Achiak, je pense que Tamagic peut être intéressant. Et après, on a les deux Overin pour, en fonction des situations qui peuvent se retrouver utiles. Comme dit, le deck a énormément de CA, mais au final, vous allez vous retrouver avec très peu de force de frappe. Excepté les Broly, toutes les autres cartes ont 10 000 de puissance au moins, et les Overheal bien sûr, mais voilà. Et du coup, vous allez surtout essayer de jouer un peu un plan CA et aller essayer de finir les games avec les deux champas que vous avez. En side, assez particulier, le joueur ici qui side quasiment toute l'engine Victory Strike, sans pour autant avoir de quoi aller tuto à la Victory Strike. Je pense que ça a peut-être été utile dans son cas, mais je pense que, comme dit, tous les decks que je vous ai montrés ici ont, je pense, un gros potentiel d'amélioration, et ça reste quand même des decks qui ont prouvé qu'ils sont jouables et qui ont prouvé qu'ils peuvent aller chercher des games au deck méta, et je vous laisse donc avec ces decks pour essayer d'améliorer comme vous voulez. Du coup, je vous laisserai, comme pour les autres decks, le lien de la decklist dans la description, et je vais clore cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette idée de présenter un peu des decks off méta vous aura plu. Moi je vous laisse du coup, si vous voulez pour le coup améliorer ces decks, je pense que comme dit, il y a vraiment énormément de potentiel d'amélioration, et parmi outre les decks qu'on connaît déjà, des decks top méta, je pense qu'il y a vraiment d'autres decks qui peuvent être trouvés, qui peuvent aller qu'on teste ces fameux decks méta.
Moi je vous laisse du coup pour faire cette vidéo. Comme dit au début de la vidéo, maintenant avec l'arrivée de Noël, je pense que ça va être un peu la pause pour nous côté DBS, et je pense qu'au début de l'année, on reprendra un peu plus strictement avec les vidéos. Allez, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Moi je vous dis à très très vite, à plus tout le monde. Ciao ciao.